Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de la saison 4 de Tarot Tor. Si vous ne connaissez pas encore le principe de l'émission, nous allons utiliser le tarot pour découvrir le portrait de mon invité au travers de 13 questions. Un questionnaire reposant sur le monomythe de Joseph Campbell, une structure narrative ayant inspiré la majorité des blockbusters hollywoodiens et que j'utilise désormais pour vous faire découvrir mes invités. Pour chacune de mes questions, l'interviewé tirera une carte du tarot au hasard pour l'inspirer et le guider dans sa réponse. Je suis tout particulièrement content de débuter cette saison avec mon nouvel invité car j'adore son travail, spécialement l'émission qui l'occupe depuis l'année dernière, dont il vient de sortir un livre et qui résonne parfaitement avec mes propres obsessions. Mais sans plus tarder, je le laisse se présenter. Bonjour, je m'appelle Paco Mtielman. Ce que je fais, j'ai décidé d'appeler ça de l'exégèse. Je ne suis pas historien. Je suis un exégète. C'est un travail d'essayiste, de commentateur. Ça peut être de pop musique, de cinéma, de faits divers, de ma propre vie, parce que j'écris aussi des textes autobiographiques. Et en ce moment, et depuis un an et pour encore un petit moment, je fais l'exégèse de l'histoire de France. Si vous n'aimez pas mon histoire de France, écrivez la vôtre. C'est dans la bande dessinée que Pacom fait ses premières armes en créant en vitrine une maison de micro-édition où il travaillera avec des auteurs indépendants connus ou en passe de le devenir comme Gilbert Shelton, Edica ou Jean-Christophe Menu. Entre la sortie de Poppermost en 2002 sur Paul McCartney et aujourd'hui, il a écrit une trentaine d'essais traitant de la pop culture ou du gnosticisme. On pourra citer La victoire des 100 rois en 2017 où il plante les graines d'un sujet qu'il continue encore de développer, le roman autobiographique Tu m'as donné de la crasse et j'en ai fait de l'or en 2020 ou Le pari des profondeurs en 2022 où il explore le pari des légendes. Mais aussi Infernet. Bienvenue sur Infernet, épisode 9, Mother God. Dieu est parmi nous et il fait des live streams sur YouTube. En 2023, sur la dérive des réseaux sociaux et L'Empire n'a jamais pris fin en 2024, l'anti-roman national. Deux ouvrages adaptés de ses rubriques dans le média Blast, chaîne grâce à laquelle je l'ai découvert. S'il ne s'agit pas d'un invité purement tarot, Pacom a tout de même étudié le sujet, c'est pourquoi j'ai d'abord voulu qu'il nous explique ce que le tarot représentait pour lui. J'ai un rapport assez étroit avec le tarot depuis pas mal d'années. J'ai une amie qui est voyante, qui s'appelle Maud Christen, qui m'a enseigné le tarot. Et sinon, j'ai beaucoup lu et étudié un penseur qui est normalement pas un penseur de l'écrit, qui est un penseur oral, mais ses paroles ont été retranscrites, qui est Jean Carteret. Entre Maud, entre les textes de Jean Carteret et aussi le rapport qu'un poète comme Christian Gabriel Guézricor a pu avoir avec le tarot, ça m'a donné des pistes pour aborder le tarot comme un support de réflexion, comme un support de divination et comme un support de création. Et pour inspirer Pacom dans l'interview d'aujourd'hui, nous avons choisi le Fantasy Night Theater Tarot. C'est un tarot que j'ai récupéré il y a peu et pour tout dire, j'ai bien cru qu'il s'agissait d'une arnaque. C'est le fruit du travail d'une petite boîte d'édition américaine qui produit en Chine et qui est vraiment catastrophique en communication. Pour autant, j'aime beaucoup l'univers graphique de ce jeu et il a tenu toutes ses promesses. Pour moins de 40 €, l'objet se niche dans un coffret très original. Le livret est épais et en couleur, il propose des explications de son univers ainsi que l'interprétation des cartes en anglais et en chinois. Aucune proposition de tirage, mais ce n'est pas ce qui manque sur le net. Les cartes sont fines mais facilement manipulables. Les contours sont d'un noir brillant simple mais distingué et un joli liseré doré met en valeur chacune des cartes. Ce qui m'a d'abord interpellé dans ce jeu, c'est son univers, l'évocation du cirque et du théâtre, mais avec une pointe de féerie. Le style graphique offre une certaine dureté ainsi qu'une subtile noirceur à un univers qui aurait pu paraître trop léger. Depuis le Kickstarter, le jeu semble sold out, mais s'il ressort dans les mêmes conditions et que l'univers vous a séduit, n'hésitez pas. Et maintenant, voyons ce que le Fantasy Night Theater Tarot va nous dévoiler de l'histoire de Pacom. Question 1. Le monde ordinaire. Quelles sont tes origines ? Donc c'est le mat. Et là, il est avec un chien derrière lui. Il tient une sorte de baluchon et il a lui-même un masque. C'est un mat qui a quelque chose de l'Arlequin. C'est intéressant pour moi parce que Arlequin, c'est une figure sur laquelle je me suis intéressé, mais d'un point de vue folklorique. C'est-à-dire, à partir du moment où j'ai appris que l'origine d'Arlequin, c'était pas la Commedia dell'arte, mais c'était Elquin ou Henquin, et qui était une figure qui était apparue pour la première fois dans un témoignage d'un petit prêtre qui était dans un village. Il revenait en fait d'aller voir un mourant et il a vu une procession passer dans le village avec à la tête de celle-ci un géant,
un géant qui s'appelait Hennequin. Et c'était la Ménie Hennequin, donc la maison Hennequin. Et en fait, c'était une procession où se mêlaient des gens du village, les vivants, et des morts. Et ils étaient tous en train de faire la fête. Il a eu très très peur. Il en a parlé à son archevêché. Et en fait, cette figure de Hennequin ou Hennequin, elle a eu d'autres formes et d'autres occurrences jusqu'à devenir Arlequin. Mais c'est une figure initialement donc d'un personnage qui fait le lien entre le monde des vivants et le monde des morts, et c'est donc une des figures de carnaval. Donc c'est très intéressant que cette carte du mat, donc la carte à partir de laquelle tout recommence, tout commence et tout recommence, qu'on voit surtout à travers le mat comme un errant. On pourrait voir comme quelqu'un qui s'est dépouillé de tous ses biens ou qui n'a encore aucun bien, qui a quitté le monde ou qui n'y est pas encore rentré. Alors là, c'est carrément une figure à mi-chemin entre ce monde et l'autre. Par Arlequin. Le fou, plus connu sous le nom du mat en France, est la première ou la dernière carte des arcanes majeures. C'est une carte d'impulsion. Elle symbolise le fait de partir à l'aventure, de se lancer, d'avoir un nouveau départ. Elle évoque aussi l'insouciance ou une grande confiance. J'étais entre les mondes. Non, mais j'étais entre les mondes dans le sens où enfant, j'avais une grande difficulté à laisser se dissiper les rêves. C'est-à-dire que les rêves, le vrai rêve, pas les espoirs, pas les fantasmes, les rêves de la nuit, c'est quelque chose qui me semblait très difficile, je voulais toujours m'en souvenir. J'avais du mal quand je m'en souvenais pas. Il y avait des choses qui m'échappaient, ça m'ennuyait. La plus ancienne émotion artistique dont je me souvienne, elle est liée au dessin animé de Walt Disney, malheureusement, Alice au Pays des Merveilles. Mais j'avais aussi vu un espèce de dessin animé de Mickey, où Mickey passe à travers le miroir. C'est de ce dont je me souviens le mieux, en tout cas. Et ça m'a amené sur Lewis Carroll. Et Lewis Carroll est sans doute le premier artiste de ma vie. Je faisais de l'exégèse en culotte courte, on va dire. Donc, ça marche à partir du moment où on considère que Alice aussi est une personne qui voyage entre deux mondes, qui est une personne qui voyage d'un monde à l'autre, qui est une figure de mortel, à la différence peut-être de Hennequin ou Arlequin, qui est sans doute une figure divine. Alice, c'est une figure de petite fille, mais elle passe dans le monde du Wonderland, qui lui donne une image, qui lui donne des clés pour comprendre ce monde-ci, et elle passe dans le monde du miroir, et c'est aussi ça, c'est-à-dire que cet autre monde est une interprétation de celui-ci également. Alors, on ne peut pas dire que le Wonderland, ça soit un au-delà. C'est une manière de voir ce monde. Question 2. L'appel. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans la création ? Alors, le 5 des pentacles. Deux personnes qui s'enlacent. L'un porte un masque, et c'est un homme. L'autre, ce n'est pas clair, ça pourrait être une femme rousse. Oui, je pense que c'est une femme, mais je ne sais pas pourquoi je pense que c'est une femme. Peut-être pour les cheveux, peut-être aussi parce que dans la façon dont c'est dessiné, il y a une courbure, tandis que souvent les hommes on a tendance à les représenter avec une forme de rigidité, et que les formes sont souvent plus présentes sur les femmes, mais rien ne prouve que c'est une femme, hein, mais j'aurais tendance à l'image de me dire c'est un homme qui enlace une femme dans un cercle, alors que derrière il y a une maison avec un clocher sur lequel il y a les 5 deniers. Ça pourrait être une église particulière. Ils sont dans un cercle, donc il y a quelque chose du pentacle. En tout cas, ils sont dans un cercle de protection et il neige. Je dirais que c'est deux personnes qui s'enlacent parce qu'ils sont protégés. Et en haut, il y a une fumée
bizarre qui sort de cet endroit-là, une fumée inquiétante. Donc il y a à la fois de la neige, de la fumée, on pourrait dire que c'est un monde menaçant, que c'est peut-être même un lieu relativement menaçant, mais ils ont ce cercle de protection et ils s'enlacent l'un l'autre. Eh bien, entre cette impression du 5 de denier et cette image, on pourrait penser que cet enlacement, c'est l'enlacement du monde spirituel et du monde matériel, dans ces cas-là. Ou alors, c'est l'enlacement d'autrui. Je préférais que ce soit l'idée de l'enlacement d'autrui, c'est-à-dire que au moment du froid et de la famine, la solidarité humaine est une chose essentielle. Et donc on prend soin de l'autre. Mais c'est mystérieux et je ne sais pas qui est ce couple, hein, si c'est un couple. Mais il me touche beaucoup en tout cas. La famille des Pentacles, ou des deniers, évoque les biens matériels, le concret. Le chiffre 5 est celui du changement et des crises. Le 5 de denier évoque la pauvreté, l'inquiétude. C'est une arcane qui rappelle l'importance de prendre soin de soi et peut-être de se détacher des contraintes matérielles pour plus de spiritualité. Il faut prendre de la distance. D'un côté, il y a un désir d'expression et de l'autre, il y a un désir de compréhension. Et c'est parce que j'avais l'impression qu'il manquait quelque chose. Et à chaque fois que je fais quelque chose, c'est parce que j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Donc si je dois l'accorder à cette carte, je dirais que c'est parce que j'ai l'impression qu'il y a une disette ou une famine quelque part. Il y a en tout cas, j'ai un besoin d'une nourriture quelque part que je n'arrive pas à obtenir, et donc je vais devoir trouver le moyen de créer celle-ci. Créer celle-ci, on s'entend, pas tout seul. À peu près rien de ce que j'ai fait ne vient de ma propre substance pure. Quand bien même j'ai écrit des textes autobiographiques, on peut dire je suis pas l'auteur de ma vie. Ça, c'est une œuvre collective. Donc je peux en être que l'interprète. J'en ai les acteurs et l'interprète. Et je pourrais dire tout autant, finalement, on peut tous se dire ça de tout ce qui nous intéresse. On en est acteur et interprète, parce qu'on est acteur, en tant qu'on est spectateur d'une œuvre, on en est aussi l'acteur, on agit sur sa signification. On apporte quelque chose à sa signification. Cet enlacement, pour moi, tel qu'on l'entend ici, je vais inverser le processus. On a la chance que cette femme soit rousse, on va dire que c'est moi, et que je prends dans mes bras l'œuvre d'art ou le sujet qui, sur le moment, va m'apporter la signification qui manque à mon expérience du monde. Mon expérience du monde, à un moment, est atteinte par la pauvreté de quelque chose. Mettons, je trouve que ce monde, à ce moment-là, est pauvre en joie collective ou en amour collectif. Il manque quelque chose qui nous porte, telle la musique des Beatles. Je vais m'adresser à la musique des Beatles, et à travers l'exégèse que j'en ferai, je vais essayer d'en trouver quelque chose qui puisse m'aider pour le moment, et qui puisse aider à travers l'exégèse que j'en fais, les gens qui le liront pour le moment, qui puisse leur permettre d'écouter la musique des Beatles aujourd'hui. Je trouve par exemple que ce monde est incroyablement obscur et pauvre en signification, et sa pauvreté en signification m'effraie. Je vais aller chercher Twin Peaks, et je vais demander à Twin Peaks de me prendre dans ses bras, pour que dans Twin Peaks, je trouve des clés pour pouvoir affronter, à travers ses propres mystères, les mystères de ce monde. I'm going to let you in on a little secret. Every day, once a day, give yourself a present. Don't plan it, don't wait for it, just let it happen. Et c'est ça, mon appel, on pourrait dire. Mon appel qui doit être rejoué à chaque fois. Si j'ai pas un appel à un moment ou à un autre, j'arrête d'écrire. Ça doit être joué à chaque fois. Question 3. Le refus. Quels furent les premiers doutes? Le diable. C'est pas mal d'avoir eu ça. Hein. Le diable, il est avec des fils de marionnettes, et il tient 2 personnes qu'il agite comme des marionnettes, qui sont autour d'une table, et cette table, c'est comme un guéridon où il y a du feu. Le diable parle de nos désirs et de la façon dont nous y sommes enchaînés. La carte fait à la fois référence au monde matériel qui nous possède et à l'inconscient, la flamme sauvage de la créativité qui brûle dans nos ténèbres intérieures. C'est une carte qui
peut faire peur, mais qui invite justement à ne pas se laisser dominer par ses émotions. On a tous son diable, on a ses diables. J'ai plusieurs démons. Il y en a un, mais il est commun à beaucoup de gens. Et je dois toujours faire attention, c'est des trucs d'orgueil, de fierté et d'entêtement idiot. Mais ça, je les connais depuis longtemps. Ils sont classiques, ils sont connus. Je sais que je vais devoir les affronter à un moment ou à un autre, parce que ça fait partie de mes sales défauts. Mais j'ai un diable plus insidieux qui est le découragement, et dont je dois toujours un peu lutter contre le découragement ou le sentiment d'impuissance. Le découragement, le sentiment d'impuissance, contre quoi j'ai eu à lutter au départ. Au départ, moi, je voulais écrire des romans. J'ai dû affronter les refus des romans. Avec du recul, je suis content qu'on n'ait pas publié ces trucs-là, parce qu'aujourd'hui, je serais un peu genre... Il s'est trouvé que ça s'est donné autrement et que finalement, j'ai fait de l'exégèse. Et dans cette exégèse, j'y ai trouvé tout le plaisir que je cherchais à travers l'écriture du roman et que je ne trouvais pas. Il se trouve en plus que je ne suis pas un énorme lecteur de romans, j'en ai lu, évidemment. Mais c'est pas ce que je lis le plus. Donc ça aurait été déplacé pour moi de vouloir en faire à partir du moment où c'est pas la forme qui m'a le plus obsédé. Ça aurait été de l'orgueil. Donc je dirais que le premier obstacle, le diable, se joue à la fois avec l'orgueil et avec le découragement. Et en fait, on peut se dire, on est découragé par orgueil. On est découragé par orgueil parce qu'on a des bonnes raisons de vouloir faire quelque chose. Mais on ne sait pas forcément exactement ce qu'on doit faire. Il va falloir trouver un accord entre soi et le monde. Même si ce monde nous dégoûte. Sur bien des points, il est la condition sine qua non de l'existence de quelque chose. Donc même si on est dans un monde qui est profondément injuste, profondément affreux, profondément inégalitaire, c'est folie de croire pouvoir s'en passer. Ou alors on fait moine, on fait solitaire. Mais si on veut réaliser quelque chose dans ce monde, il faut aussi penser aux coordonnées de ce monde. Il faut aussi penser aux coordonnées de ce monde par rapport à ce que, à l'intérieur de celui-ci, on va trouver, où il va y trouver son compte, et en même temps, on va pouvoir trouver le moyen de faire passer en contrebande ce qu'on cherche à faire. Donc je pourrais dire, à ce moment-là, le diable, tant qu'il est une tentation, il nous montre ce avec quoi on a affaire, et si on sait le refuser, alors c'est une condition de réalisation. C'est pas cool pour lui, puisqu'il n'existe que pour qu'on le refuse. Mais, il avait qu'à choisir un autre job. Question 4. Le mentor. Est-ce que quelqu'un t'a guidé pour te lancer ? Alors, c'est la reine des deniers. C'est une jolie femme avec une étrange couleur. C'est-à-dire qu'elle est à la fois pâle verte et par endroits jaune, comme si elle avait été bronzée sur le cou, le bout des bras. Je pense qu'elle caresse un lapin. Je crois que c'est un lièvre. Un lièvre de Mars. Elle le tient un peu comme si elle lui donnait le sein, mais elle lui donne pas vraiment le sein. Elle le caresse comme un chat, comme un bébé. La reine est une carte de maîtrise, mais plus réceptive qu'active. Il ne s'agit donc pas de soumettre un élément, mais de l'accompagner. Ici, la reine de denier évoque le confort, le bien-être, le fait de veiller sur les siens. Elle invite à s'appuyer sur l'intelligence du cœur et la créativité. Ok, alors c'est très bien de voir cette reine des deniers avec ce lapin. Parce que pour moi, le lapin, c'est aussi le symbole du seuil difficile. C'est aussi une figure du seuil, liée certainement à Alice au Pays des Merveilles, le lapin qui rentre dans le terrier. Mais un ami graveur, Thomas Perrineau, qui a d'ailleurs fait un tarot et qui a aussi fait un Alice au Pays des Merveilles, m'avait dit, mais le lapin, c'est une sorte de gardien de porte. Le lapin, il se tient à la porte. Et alors, ça m'avait intéressé, qui dit ça, parce que quelques années plus tard, quand la saison 3 de Twin Peaks s'est passée à la télévision, devant la télévision de Madame Palmer, la mère de Laura, qui dans cette série-là se voit sans doute incubée par Judy, donc par un démon, etc. Elle regarde obsessionnellement la télévision et devant sa télé, il y a des petites images de lapins. Alors Lynch avait fait une période de faux sitcom avec des lapins, comme si la télévision devenait un organe de diffusion d'un monde à un autre. Donc là, nourrir le lapin ou caresser le lapin,
c'est prendre soin du seuil et prendre soin des conditions du passage. Quelle était la question en fait? Question, c'est est-ce que quelqu'un t'a guidé pour te lancer? Est-ce que tu as eu Oui. un auteur, une autrice modèle? Oui, et d'ailleurs il avait un héros qui est un lapin. Et ben, c'est Jean-Christophe Menu, dessinateur de bande dessinée, que j'ai rencontré quand j'avais 12 ans. Alors lui, il en avait 22. Ma mère, qui est égyptienne, prenait des cours d'égyptologie avec la mère de Jean-Christophe. Et donc elles étaient amies toutes les deux, de par le fait qu'elle était son élève, mais elle était égyptienne, ce qui en a fait sa chouchoute, quoi. J'étais passionné par la bande dessinée quand j'étais enfant, et elle avait un fils qui commençait à faire de la bande dessinée. La première bande dessinée de son fils que j'ai lu, c'était des bandes dessinées qui étaient des aventures de Lapo, qui était un personnage fait à partir d'un lapin. Après, Menu a fait beaucoup d'autres choses. C'est devenu le fondateur d'éditeurs et dessinateurs de bande dessinée de l'association. Et on est encore aujourd'hui très très amis. Et sur bien des points, la première personne qui m'est instruit, en dehors de mes parents, quoi, c'était Jean-Christophe. Après, une autre personne, d'une autre façon, qui a pu être un mentor pour moi, alors là on inverse, c'est plus le lapin, c'est la reine, c'était ma professeure de philosophie en terminale, Myriam. Je l'appelle comme ça parce qu'on est devenus amis. Normalement je l'appelais Madame Pariante. Elle m'a fait faire des dissertations de philosophie. Et c'est la première fois que j'ai écrit à partir d'idées, et que j'ai mis en forme à partir d'idées. On peut dire qu'elle m'a appris à écrire. Plus tard, je me suis rendu compte de l'importance qu'a eu cette année. C'est une année clé, évidemment, l'année avant la fin de l'école. Puis une année où on découvre plein de choses, où je découvrais plein d'auteurs. Alors, pas tellement dans la philosophie, mais plutôt des poètes, des écrivains, des artistes qui m'ont accompagné ensuite jusqu'aujourd'hui. C'est pendant l'année de terminale que j'ai passé, que j'ai découvert Gérard de Nerval, que j'ai découvert les poètes du grand jeu, Artaud, clairement des auteurs que j'allais lire tout le reste de ma vie. Et donc, pour la première fois, j'ai essayé de penser avec eux. Les deux premières figures que je donnerais d'un mentorat, si on peut dire, ce serait Jean-Christophe et Myriam. Après, j'en ai eu d'autres dans ma vie parce que ce qui est formidable dans la vie, c'est qu'on a toujours des gens pour nous apprendre des choses. Toujours. Qu'ils soient plus âgés ou plus jeunes que vous. Si on fait attention, on a toujours un mentor. Question 5. Le passage du seuil. Quel a été pour toi le point de non-retour? 5e carte. Le 5 d'épée. J'ai comme une figure de cirque de jongleur, ouais. Jongleur avec des épées. Et autour, il y a deux figures, l'un avec un chapeau à 2 pointes qui s'en va, et l'autre qui cache son visage, qui a un chapeau plutôt en pointe, cache son visage. Peut-être qu'il a reçu une épée dans les yeux, c'est pas sûr. Peut-être qu'il est catastrophé devant la nullité de ce que fait le gars, j'en sais rien. Peut-être qu'il se marre, peut-être qu'il pleure parce que cette personne-là vient de la quitter, je ne sais pas. Il y a un qui pleure, un qui s'en va, et quelqu'un qui danse au milieu. La famille des épées est la famille de l'intellect. Le 5 d'épée incarne la dispute, le conflit et les critiques. Il évoque aussi l'idée de porter un regard différent. Que vous soyez le bourreau ou la victime, la carte vous invite à prendre de la distance, à vous élever et aller de l'avant. Le point de non-retour. Alors là, il est associé à l'idée d'une crise où on ne sait pas si on est le bourreau ou la victime de quelque chose. Alors ça me fait penser à la phrase de Baudelaire, il serait peut-être doux d'être alternativement bourreau et victime. Sans doute que la décision d'écrire ne va pas sans une acceptation d'une forme de marge, de marginalité, ou en tout cas un écart vis-à-vis du monde. À ce jeu-là, on peut dire qu'on se punit. Et puis surtout, c'est le temps passé à écrire. Le temps passé à écrire, c'est tout un temps passé à ne pas faire autre chose qu'écrire. Ça prend énormément de temps d'écrire. Maintenant que j'ai 48 ans,
je peux dire vraiment, j'ai passé tellement de temps de ma vie assis devant mes propres mots. C'est complètement fou. Tout ce temps-là, c'est un temps où j'ai pas vu le monde, où j'ai pas voyagé, où j'ai pas été le petit ami idéal, parce que très souvent, quand on est en couple depuis un moment, la personne avec qui on est aimerait faire des choses dans la vie que sur le moment on peut pas lui accorder parce que on est trop occupé à faire joujou avec ses propres mots. Moi, je pense que le point de non-retour, c'est probablement la première fois que j'ai été quitté par une personne avec qui j'étais depuis déjà un bon moment. C'est-à-dire pas une rupture d'une courte histoire, mais une rupture d'une longue histoire. Et ça s'est passé exactement à la sortie de mon premier livre. C'était pas la raison, mais c'était simultané. Alors elle est revenue, l'histoire n'était pas terminée, c'était ma compagne, et en fait on vivait ensemble et on a revécu ensemble ensuite pendant un certain temps. Mais elle était partie à un moment de crise, et je suppose, de son point de vue à elle, à un moment où je devais être particulièrement insupportable, parce que totalement absorbé par l'imminence que je croyais alors impossible de la sortie d'un livre. Parce que c'est un livre qui avait été repoussé. C'était un petit éditeur, mon premier livre, Poppermost. Ils n'avaient pas les moyens, ils se mettaient en place, c'était compliqué. Donc ça a pris un an de plus que prévu. Moi, je pensais que ça sortirait jamais. En plus, on est impatient quand on est jeune. Enfin, moi, j'étais absent à toute autre chose, quoi. Et j'ai sans doute pas vu qu'à ce moment-là, j'étais un compagnon fort inintéressant. Mais on peut dire que c'est un point de non-retour qui joue sur un moment de crise. Et j'ai remarqué que de toute façon, à chaque fois que je sortais un nouveau livre, il y avait dans ma vie des événements comme des ruptures amoureuses, des ruptures amicales, des isolements. J'en parlais avec un ami artiste, je vais peut-être pas le citer parce que peut-être qu'il n'a pas envie que je dise ça, que je lui attribue cette pensée. Sinon il se reconnaîtra, il m'en voudra pas, et il se le réappropriera ensuite. On se disait à chaque fois qu'on sort quelque chose de nouveau, c'est comme si on se rapprochait de la mort, on meurt un peu plus. Chaque livre, chaque œuvre, c'est un morceau qu'on enlève et on va devoir apprendre à vivre sans. Et ça peut se réfracter dans la vie ou se réverbérer par des pertes d'amour, d'amis, des choses comme ça. Ce qui fait que c'est une décision, c'est un choix où on a l'impression d'ajouter à quelque chose, mais rien ne s'ajoute, rien ne se perd. On le retranche quelque part pour l'ajouter quelque part. Et en fait, on se le retranche quelque part à nous-mêmes pour l'ajouter quelque part de nous-mêmes. On le fait sortir à l'extérieur de nous, mais on doit apprendre à vivre sans. Et on peut essayer de le compenser, la plupart des gens essayent de le compenser. Quand ils sortent quelque chose de nouveau, derrière ils font des fêtes. Moi j'aurais tendance à trop manger et trop boire, il faut que je fasse attention à ça. Parce que c'est des phénomènes de compensation par rapport à un vide qu'on fait à ce moment-là, un manque qu'on fait. On extrait quelque chose de nous-mêmes, on ne le retrouvera jamais. Cette chose-là dont dans lequel on a vécu, dans lequel on a travaillé, on doit sortir de cette maison à tout jamais pour qu'elle puisse être habitée par quelqu'un d'autre. C'est comme un architecte qui construit une maison et qui est heureux d'y aller pendant qu'il la construit. À un moment, il y a des gens qui vont vivre dedans. C'est plus sa place. C'est comme ça dans un film que j'avais beaucoup aimé avec Kim Novak et Kirk Douglas, Strangers When We Meet, qui est aussi le titre d'une de mes chansons préférées de David Bowie, sans doute inspiré par ce film. All my violence, raging tears upon the sheets. I'm resentful for where strangers were we meet.
histoire d'amour entre un architecte et une femme qui vit dans la ville où il construit cette maison. Et il va partir de cette ville, de toute façon. Leur histoire d'amour, elle s'arrêtera aussi quand il aura fini. C'est vraiment un film d'une très grande tristesse, mais d'une très grande beauté. Une sorte de mélodrame, mais avec quelque chose de beaucoup plus épique. On voit vraiment la passion qui l'anime de construire cette maison, mais qui ne sera pas pour lui. Et il vit cette histoire. Mais cette histoire, elle, d'une certaine façon, ils n'y vivront jamais. Elle n'est que, ils sont au seuil d'une histoire. Ils ne vivront pas ensemble, ils ne partageront pas leur vie. Ils s'aiment autour de ce moment. Question 6. Les gardiens du seuil. Quelles ont été les premières épreuves à traverser pour t'accomplir dans ta carrière ? Le 3 des couples. Alors, c'est 3 danseurs et danseuses, je dirais. Il y en a une, c'est clairement une fille, l'autre aussi, je pense. Et devant, c'est peut-être une fille, peut-être un garçon un peu androgyne, je n'en sais rien. Ils ont des chapeaux de cygne noirs, des robes de ballerines, des collants rouges. Ils dansent sur quelque chose. La famille des coupes est associée à l'émotionnel. Le chiffre 3 est le chiffre de la créativité et de la fertilité. Le 3 de coupe est une carte de réjouissance. Elle symbolise les retrouvailles entre amis, les projets communs, un premier grand amour. C'est un temps de bien-être et de guérison. Eh ben, je peux dire que j'ai pu compter sur des amis. J'ai pu compter sur des amis. Beaucoup d'amis de jeunesse, d'ailleurs pas tous, pas uniquement des artistes ou des écrivains, hein, des amis que j'ai rencontrés quand j'étais jeune, que j'ai parfois perdu de vue puis retrouvé, parfois jamais perdu de vue, ont été très importants. Toute ma vie, ils m'ont aidé à ne pas déconner complètement. C'est-à-dire que moi, j'ai une technique particulière. Je donne en général un produit fini à un éditeur. Je ne suis pas du tout de ces auteurs qui donnent quelque chose qui est encore en cours et puis on leur fait des retours et ils travaillent avec un éditeur. Je fais jamais ça, mais parce que j'ai en fait une sorte de pool, on pourrait dire, ou d'équipe en arrière-plan qui me protègent ou qui me tiennent par rapport à ce que je fais. Et c'est à eux que je m'adresse. Parce que par orgueil, un éditeur, s'il vous dit de faire quelque chose, vous avez tendance à vouloir ne pas le faire. Parce que c'est votre chef. Et parce que aussi c'est lui qui a, on va dire, les clés de la publication. Donc, ou vous le faites par contrainte, ou vous ne pouvez pas le faire par défi. Mais il est très difficile d'avoir une relation, même si on l'aime énormément, c'est pas la question de la personne, c'est la question de la place hiérarchique. C'est très difficile d'avoir une pure relation de confiance. Donc, je préfère donner quelque chose qui soit fini, plutôt que de donner quelque chose en cours, avec les risques qu'en plus, ils s'inquiètent, ils disent « oulala, mais est-ce qu'il va faire le livre? Est-ce que ça va se passer? Comment ça va se passer ?» Tandis que des personnes qui sont désintéressées par rapport à ça, et qui vous connaissent bien, et qui savent qu'ils peuvent vous critiquer, et surtout, vous savez que les critiques qu'ils vous font sont désintéressées et qu'elles ne remettent pas en jeu l'affection qu'ils ont pour vous, voire même la confiance qu'ils ont, vous pourrez bien faire. Alors elles sont très précieuses et celles-là, vous les prenez. C'est donc important d'avoir des personnes qui peuvent vous aider au moment où vous allez rendre votre livre. Ces personnes-là, ce sont vos amis. Ce sont vos amis qui sont capables de vous dire « ça, je ne comprends pas ». Mettons s'ils ne sont pas des intellectuels. Ils peuvent vous dire, si vous rentrez dans des trucs trop intellectuels qu'on ne comprend pas, ils pourront vous le dire. Ça, je ne suis pas sûr de comprendre ce que tu veux raconter. C'est dommage. Parce que toi, tu as l'air de bien savoir ce que tu veux dire, mais nous, on ne sait pas. Si c'est des gens d'un très haut niveau intellectuel, ils verront les conneries que vous faites. Des gens cultivés, ils verront si vous utilisez vos références n'importe comment. Avec le temps, ça peut bouger, il peut y avoir de nouvelles personnes qui, selon les regards qu'ils peuvent avoir, peuvent vous aider par rapport aux vôtres.
Donc il faut toujours, à mon avis, avoir des personnes pour regarder, écouter, discuter. Parce que quand vous faites des bêtises, à ce moment-là, ils peuvent vous le dire. Et il faut les écouter. C'est-à-dire que si vous les écoutez pas, si vous en faites qu'à votre tête, après ils diront que ce que vous voulez entendre. Parce qu'ils ne voudront pas se fâcher avec vous. Donc si vous faites de l'orgueil, la première fois que vous leur donnez quelque chose, c'est important ça, si vous l'écrire. Vous donnez un texte, et quelqu'un vous dit « Ah, t'as complètement raté la fin », et vous vous braquez. Ben, c'est con, parce qu'après, mettons que cette fois-ci, vous n'ayez pas raté la fin, si vous la ratez une prochaine fois, vraiment, il ne vous le dira pas. Donc, il ne faut pas se braquer, il faut écouter, il faut discuter, il faut voir si vous pouvez faire mieux, il faut voir qu'est-ce qui semble rater, etc., etc. Et c'est plus facile avec des gens dont on a confiance, dont on sait qu'elles vous aiment, des personnes dont on sait qu'elles vous aiment, et surtout dont elles n'ont aucun intérêt à ce que vous faites, que si c'est des interlocuteurs professionnels. Voilà. Donc ça, c'est les amis. Comme dans la chanson des Beatles, With a little help from my friends. Question 7. L'approche. Y a-t-il eu des préparatifs particuliers avant ta première réussite créative? J'ai le 10 d'épée. Alors là, c'est un homme au sol avec 10 épées plantées dans son dos et des sortes de larmes noires, une pluie noire qui descend du ciel. Elle est violente, cette carte. Le 10 est un chiffre de transition. Le 10 d'épée est la carte de la dépression. Elle invite à se rafraîchir les idées sous peine de perdre l'esprit. Il est peut-être temps de penser avec son cœur également. Alors c'est étrange parce qu'elle est vraiment très violente pour une carte qui te dit t'es resté trop longtemps dans ta tête, tu vas déprimer, écoute ton cœur. Là, j'ai peur que ce que je dise se mélange avec ce que j'ai dit précédemment. Oui, il y a eu des sacrifices, on peut dire, dans le sens où c'est pas des sacrifices volontaires, mais dans le sens où ce sont des choses qui ont été sacrifiées dans ma vie. J'ai eu souvent affaire dans ma vie avec le deuil, avec la perte de l'être aimé, avec des déceptions amicales, mais assez peu avec la dépression en tant que telle, et avec les maladies physiques, mais assez peu avec la dépression en tant que telle. Je pense que je suis plus un affectif qu'un intellectuel. Je veux dire, je suis plus un intellectuel sans doute qu'un physique et qu'un sensoriel, mais il y a toujours une dimension affective, voire même on peut me reprocher des fois d'être trop sentimental. Oui, je suis plus coupe qu'épée. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Du coup, le sacrifice de l'intellect ou sacrifice de, l'idée de devoir passer à autre chose, je suis d'accord, c'est un prérequis. C'est un prérequis. Ne jamais trop se laisser entraîner par des idées purement cérébrales. Essayer d'être au plus près de ses émotions. Essayer de penser à partir de ses émotions. Il y a beaucoup de gens qui trouvent ça futile ou qui trouvent ça insuffisant. Pour moi, c'est ma condition. Si on arrive à construire quelque chose d'élégant intellectuellement à partir de ça, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, tant pis. Mais il faut que ça soit juste au niveau de la tonalité émotionnelle, sinon ça ne m'intéresse pas. Et du reste, des livres qui sont construits de façon beaucoup trop intellectuelle, j'ai beaucoup de mal à les lire. Je peux faire l'effort si c'est vraiment nécessaire, mais c'est pénible. Question 8. L'épreuve suprême. Quelle a été la première épreuve qui aurait pu tout te faire abandonner? Ah oui, l'amoureux, ou les amoureux en anglais. Dans l'arcane 6 du tarot de Marseille, et dans certains autres, on a un homme entre deux femmes. Là, c'est les amoureux, et c'est un couple, et il y a un serpent qui vient faire le malin derrière. Ici, l'image, elle est assez belle. Hein. C'est une danseuse, elle, lui aussi, sans doute, c'est un danseur, ou c'est peut-être... En tout cas, c'est un homme du cirque. Ils ont des loups, évidemment. Il y a de la neige tout autour, il y a un arbre. Ça fait un peu comme des rideaux autour de la piste. Il y a un arbre et un serpent. Alors, l'amoureux, normalement, moi, ce que j'en avais compris, c'est une carte de l'hésitation, c'est une carte du choix, c'est une carte de la décision à prendre. Je l'ai mis en scène dans mon 3e livre. Il s'ouvre, le 3e livre, qui est un livre sur Nerval, grande figure d'amoureux, s'ouvre sur une description un peu
personnel de l'arkansiste, de l'amoureux, où je propose, une variation sur l'interprétation de la carte. Parce qu'on va aller dans les problèmes de Nerval. Donc c'est l'homme qui est partagé entre la femme réelle et la femme qu'il a construit à partir d'un fantasme. Et qui est quelque chose qu'on a non seulement chez Nerval, ou en tout cas une question qui se pose chez Nerval avec Jenny Colomb et Aurélia, ou avec aussi Jenny Colomb, dont il se demande si elle n'a pas été avant une femme une femme ou une petite fille qu'il avait rencontrée quand il était enfant et qui avait été normalement envoyée au couvent. Et elle lui dit vous demandez si la comédienne n'est pas la religieuse, vous cherchez un drame, ou des choses comme ça. Mais on a aussi des histoires un peu similaires dans des contes d'Edgar Poe, de Hoffmann, tout un imaginaire qui se développe à ce moment-là, qui va trouver une sorte d'acmé populaire avec Une sueur froide de Hitchcock. Comment dire, qu'il y a un film qui naît d'un roman qui est lui-même inspiré par un autre roman. Enfin bon, il n'y a pas d'auteur à cette histoire. C'est une histoire qui obsède les gens. Le truc avec un homme et une femme qui se déguise dans le fantasme de l'homme et cette circulation. L'amoureux ou les amoureux dans Rider-Waite est une carte qui parle plus de l'amour propre que de l'amour en général. Il est question de faire des choix, de savoir qui on est vraiment, ce que l'on désire, afin de pouvoir se tourner vers l'autre en pleine conscience. C'est donc une carte de dualité, de dispute, de rapport à l'autre, mais aussi une carte de fratrie ou d'union. C'est intéressant parce que... Donc moi, cette carte-là, je l'associe à mon 3e livre, L'homme électrique, et c'est à la sortie de mon 3e livre que celle qui était ma compagne, qui m'a quitté une première fois à mon 1er livre, me quitte là vraiment définitivement à mon 3e livre. Et donc, chaque nouvelle création est associée à des pertes d'amour, d'amis, ou des deuils, ou des changements de statut. Au moment où ça se passe, à la fois je sors mon 3e livre, L'homme électrique, et en fait, lui aussi prend beaucoup de retard à être publié, et il va se rapprocher énormément, c'est-à-dire qu'il y a moins d'1 an, il y a même, on dirait 6 mois, qui séparent L'homme électrique d'un autre livre qui est chez un plus gros éditeur, qui est Kabbalah, qui est un livre sur Led Zeppelin. Et entre L'homme électrique et Kabbalah, il y a aussi ma première exposition médiatique. C'est-à-dire que jusqu'à L'homme électrique, en gros, et j'avais fait aussi une monographie d'un dessinateur de bande dessinée, mais Matt Conture, mais qui n'est pas un dessinateur non plus très connu. J'étais dans un univers qui était plutôt un univers protégé, mais avec ce risque d'être un univers marginal. J'avais fait 4 livres qui étaient 3 d'entre eux étaient chez un éditeur qui n'était pas un gros éditeur, qui n'avait pas un gros diffuseur. Il y avait une forme de possibilité. Et d'un coup, avec Kabbalah, je sortais un livre chez un plus gros éditeur, lié à Philippe Manœuvre, qui m'avait publié dans Rock et Folk, et qui m'avait commandité aussi d'écrire un livre, quoi. Et ce livre, ça allait être Kabbalah, qui est un livre sur Led Zeppelin, qui va tourner autour d'une autre carte de tarot, parce que ces 2 livres successifs vont tous les 2 contenir une description d'une carte de tarot. Mais il va contenir une description du mat, justement. Le Led Zeppelin. Et entre-temps, il y a un risque, une épreuve, et quelque chose qui pourrait vous faire tout arrêter, c'est l'épreuve de la médiatisation. Parce que c'est vraiment... Et les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je rentre sur les réseaux sociaux, et aussi je commence... et c'est les réseaux sociaux, du reste, qui vont me médiatiser, puisque pour Kabbalah, en amont de Kabbalah, Philippe Manœuvre me fait faire des photos de presse, les premières photos de presse. Pour cela, il demande à une photographe qui est Chloé Delis, qui fait une suite de photos de moi qui sont très réussies. Des super photos. C'est pas moi qui suis réussi, c'est elle qui a réussi les photos, entendons-nous. Mais elle a vraiment bien réussi le truc. On met en ligne sur les réseaux sociaux. Rédacteur en chef de Chronique Art, que je connaissais un peu, mais qui n'était pas non plus mon ami, mais que je connaissais un tout petit peu, dit « Waouh, la photo est tellement bien, ça serait super, on pourrait l'utiliser comme une couverture. On devrait en faire une couverture. » Moi, j'étais totalement inconnu à l'époque. Mais il y a les gens sur les réseaux sociaux qui disent « Allez, chiche, fais-le », etc. Et il dit « Bah ouais, mais c'est ce que je compte faire. » Et donc, il me met en couverture de Chronique Art.
Une fois qu'il m'a mis en couverture de Chronique Art, je rentre sur des listings de gens qu'on peut contacter. Par exemple, à Ce soir ou jamais. Malheureusement, l'émission se termine. J'ai juste une chose à dire pour en finir avec une rumeur, parce qu'il y en a elles sont de plus en plus nombreuses à partir de Twitter. J'en ai fait l'expérience, je sais de quoi je parle. Et donc, des assistants de Tadi vont m'appeler, et au bout d'un moment, je vais finir par y aller. Et ces trucs-là, c'est des choses très, très réversibles. C'est-à-dire que ça peut à la fois vous enivrer dans un mauvais sens, c'est-à-dire, soudain, vous êtes addict à la présence médiatique, vous pouvez plus vous en passer. Donc, il faut y aller en se disant toujours, j'y vais cette fois-ci, pour telle raison, avec telle idée derrière, mais si la prochaine fois les conditions ne sont pas réunies, j'y vais pas. Donc c'est ce que je m'étais imposé. Si on est désagréable et qu'on dit juste non, ils vous rappellent pas, je veux quand même qu'on me rappelle si ça peut, une autre fois. Donc je trouvais quelqu'un d'autre à leur proposer. Je leur disais non, mais par contre je connais quelqu'un qui serait très bien. Et là, ce qui était bien, c'est que cette personne, de leur point de vue, soit très bien ou pas, ils vous en veulent pas. Vous n'êtes pas professionnel, vous pouvez vous tromper. Vous avez choisi quelqu'un qui était dans leur sujet. Donc moi, je pensais à quelqu'un que je trouvais bon, un essayiste ou un artiste ou un machin. Je disais, appelez-le lui. C'est plus son domaine. Et donc, je disais, merci beaucoup, etc. Et puis après, voilà. Donc tout ce que je vous dis, là, c'est des trucs très, pragmatiques, quoi. Mais il s'agissait d'être pragmatique aussi, parce que mon but, c'était à la fois de ne pas me laisser enivrer par ce genre de trucs, parce qu'on devient après l'otage de ça. C'est-à-dire qu'on devient addict à la présence médiatique. On en a envie. En fait, on finit par en avoir besoin, exactement comme une drogue. Et ça me faisait très peur, parce que je savais que c'était mortel. Et en même temps, je voulais pouvoir le faire par nécessité, parce que ce que j'avais envie, c'est de continuer à être publié. Donc, pour être continué à être publié, il y a deux possibilités. Vous vendez beaucoup de livres, ou alors vous avez de la presse. Ou alors vous avez vraiment des éditeurs qui vous aiment d'amour, quoi. Mais il faut quand même leur donner quelque chose aux éditeurs. Donc si vous n'êtes pas sûr de pouvoir vendre beaucoup de livres, au moins que vous ayez des gages du type vous pouvez passer à la télé ou à la radio, où il y a un peu de presse, ou en tout cas on vous prend légèrement au sérieux. Donc ça a été ça un peu les choses que j'ai trouvé compliquées à dealer. Et là on est en 2008, en gros 2008-2009. J'ai donc déjà plus de 30 ans. Ce qui est bien, c'est que ces questions-là se posent quand j'ai plus de 30 ans. Parce que si j'avais eu 20 ans, évidemment que j'aurais jamais pu les aborder avec un minimum de froideur. Ce qui est bien aussi que j'ai pu les aborder avec des amis. C'est-à-dire que c'est des choses dont on a discuté. Avec Thomas Berthet, avec qui je faisais des films, avec Maud, avec d'autres. Des gens qui soient ou très critiques de la médiatisation, ou au contraire enthousiastes de ça, mais qui étaient prêts à en discuter, et à en discuter un peu froidement, pragmatiquement. Parce que moi, ce qui m'importait, c'était de pouvoir continuer à faire des livres. Et quelles étaient les conditions pour pouvoir faire des livres ? Si les conditions, c'est de passer à la télé, alors je veux bien passer à la télé. Mais pas trop, pas qu'elle devienne une fin en soi. Question 9. La récompense. Qu'est-ce que t'a apporté ta première grande victoire ? Alors j'ai la reine des coupes. C'est une femme qui a un chapeau de sorcière, qui a une coupe dont sort des papillons, qui a des longs cheveux roux, une cape, elle est belle. La reine de coupe est une carte qui évoque la sensibilité. Elle symbolise la compassion, l'intuition, le fait d'écouter notre voix intérieure, d'avoir de l'empathie ou de ne pas avoir peur d'assumer qui on est. Elle peut symboliser une personne chaleureuse ou maternelle. J'essaye de penser en dehors de termes de victoire, même si... en fait, ma première grande victoire, on va dire, c'est la victoire des 100 rois. Ma première grande victoire, c'est le livre qui a victoire dans le titre. Et pour moi, c'est ma victoire. Ma victoire, c'est d'avoir réussi à faire un livre sur les gnostiques. C'est ma victoire. Comme c'est ma victoire d'avoir pu faire la série L'Empire n'a jamais pris fin sur Blast. Bienvenue dans L'Empire n'a jamais pris fin. Il y a deux choses dont je suis fier, mais fier parce que à ce moment-là, j'ai eu l'impression de me mettre au service de quelque chose qui est beaucoup plus grand que moi, mais qui, sur le moment, n'avait pas beaucoup de candidats pour le porter. Et c'était de parler autrement de ces figures d'hérétiques de la religion chrétienne. Si victoire il y a, elle se situe en dehors des notions communément admises de victoire et d'échec, et sur une temporalité qui est complètement différente. La victoire des 100 rois, ce livre, il sort en 2011,
2017, presque 10 ans après ma médiatisation et presque 15 ans en tout cas après que j'ai commencé à écrire. Je sors La Victoire des 100 rois en 2017, mais c'est un livre que je voulais faire depuis 10 ans. C'est un livre que je voulais faire depuis 10 ans, mais je savais que je n'étais pas prêt. Depuis que j'avais découvert les textes des gnostiques, je voulais écrire un livre sur les gnostiques, et j'étais pas prêt. Et il fallait que je fasse beaucoup de lectures avant, que je travaille beaucoup les sujets avant, et que j'acquière, on va dire, une forme de familiarité avec ces sujets pour pouvoir avoir le culot d'écrire un livre sur les gnostiques. Alors que je ne suis pas théologien, je ne suis pas universitaire, je ne suis pas archéologue, je ne suis même pas philosophe, etc., etc. Je ne suis pas historien. Je suis exégète. Donc, La Victoire des 100 rois, c'est ce qui, dans ma vie, a représenté, de mon point de vue, une victoire. Il y a des choses qui se jouent deux fois. Le premier risque, pour la carte précédente, c'était la médiatisation. Le deuxième, c'était de devenir un présentateur de vidéos YouTube à Blast. Chose qui m'a fait très peur, mais que grâce à Denis Robert, Soumaya Ben Aïssa, Mathias Enthoven et tous les autres, la musique de Baptiste Veillant, les images et le montage d'Ameya Saïtoufela, etc. Ça l'a fait avec Infernet, et puis avec mon vieux comparse Thomas Berthet, on a fait la fin du film. Et la récompense, ça a été de pouvoir faire L'Empire n'a jamais pris fin. Récompense compliquée, parce que La Victoire des 100 rois, comme L'Empire n'a jamais pris fin, c'est ce que j'ai fait qui ont reçu le plus de critiques violentes. C'est la gravité des sujets qui fait ça. C'est-à-dire, vous faites un livre sur Led Zeppelin, il y a peut-être quelques critiques rock qui trouveront que le livre, il vaut des nèfles, mais de là à publier des tribunes, on en est loin, quoi. Ils en ont vu d'autres, ils s'en foutent, surtout. C'est pas assez grave pour eux, quoi. Ils mettront peut-être un commentaire désagréable dans un forum. Vous écrivez un texte qui parle du christianisme, il y a des théologiens, ça les rend fous, quoi. Donc, La Victoire des 100 rois, c'est des livres que j'ai écrits, celui qui est le plus cher à mes yeux, avec d'une certaine façon, Tu m'as donné de la crasse et j'en ai fait de l'or, qui est le livre autobiographique, les deux livres qui sont le plus chers à mes yeux. Mais c'est celui que je pense être le plus important, parce que c'est celui qui apporte quelque chose, qui apporte une lecture alternative de la question des gnostiques. Je peux me tromper, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres livres qui racontent cette histoire comme ça. Elle la raconte vraiment... C'est le seul qui la raconte comme ça, c'est-à-dire que c'est le seul qui traverse les gnostiques, les manichéens, les cathares, mais pour arriver au moment où, dans la culture pop, on retrouve ses motifs et on retrouve ses références. C'est-à-dire chez Philippe K. Dick, chez John Lennon, etc. Et entre-temps, chez les poètes. C'est peut-être pas très bien fait, il y aurait probablement beaucoup mieux à faire, mais en tout cas, j'ai essayé de donner l'idée de ce qui pourrait être fait. Et à travers L'Empire n'a jamais pris fin, je reprends tout ça à nouveau, avec un autre prisme, qui est celui de l'histoire de France, mais qui est encore une manière d'essayer de raconter pourquoi ils sont si importants. Pourquoi ils sont centraux dans notre monde. Et c'est pas juste des dingues dont le christianisme a bien fait de se séparer. C'est beaucoup plus important que ça et c'est beaucoup plus sérieux que ça. Donc c'est ça ma récompense, c'est ça ma victoire, mais c'est pas une victoire personnelle. En tout cas, il y a intérêt à ce qu'elle soit pas personnelle. Si elle est personnelle, c'est pathétique. Question 10. Le chemin du retour. Comment s'est déroulé le retour à la vie ordinaire ? Le 3 d'épée. Alors c'est un cœur avec des épées dedans, et il y a deux personnes que sépare un lac et qui vont chacun de leur côté, et le ciel pleure encore des larmes noires. Le 3 d'épée évoque le fait de relever les défis par la logique ou une volonté de faire évoluer son intellect. L'arcane peut aussi symboliser la surconfiance dans des concepts mal maîtrisés. Ça va faire plaisir aux gens qui n'aiment pas trop mon travail. C'est la critique, comment dire, la plus évidente. Et ben voilà, avec la critique des autres. Mais ça, j'en ai toujours eu. C'est-à-dire que même si c'était beaucoup moins grave, je me souviens avoir vu, après mes premières publications dans Rock et Folk,
Donc là, on retourne en 2005, 2 ans après Poppermost. Puis Manœuvre qui me fait publier dans Rock et Folk, etc. Et ben, je tape mon nom sur, je sais pas si c'était déjà Google, peut-être. Et je vois qu'il y a un forum à mon nom sur un site. Ben, ce forum, c'est des gens qui disent que je suis... Ben oui, gens qui disent « Qu'est-ce que c'est que ce connard, cette espèce de sous-merde qui est publié maintenant dans Rock et Folk. Putain, j'en reviens pas qu'il publie des crétins pareils, des horreurs pareilles. » Quand j'ai lu ça, mais sur le moment, ça m'a tellement choqué. Et j'ai fermé l'ordinateur, je suis sorti chez moi, j'ai marché, je me suis assis sur un banc, et je pleurais. Alors que c'est pas grave. Mais c'était la première fois que ça m'arrivait. On croit toujours que ce qu'on fait, c'est bien. Et là, on voit que c'est pas l'idée de tout le monde, loin de là. Et donc, ce qui s'est joué à ce moment-là, c'est que j'ai su, à ce moment-là en tout cas, que quel que soit le plaisir que j'avais à écrire sur le rock, il fallait toujours que je me rappelle que j'étais pas un critique rock et que j'avais pas à essayer d'avoir d'autorité sur eux. D'ailleurs, du reste, dans un des numéros suivants, il y avait un autre critique du journal qui écrivait dans son texte des choses contre ce que j'avais écrit. Je sais même pas si Manœuvre avait fait attention, ou de toute façon, c'était libre, quoi. Donc, je dirais, il n'allait pas l'en empêcher, puis j'aurais jamais demandé d'en empêcher. Mais je me disais, ok, si tu savais pas que c'était pas ton monde, maintenant tu le sais. La critique rock ne veut pas de toi. Alors, les historiens... Faut pas être surpris non plus, quoi. Je fais un truc en contrebande. Complètement en contrebande. Je fais un truc pas autorisé. J'ai pas de lettre de créance. J'ai rien à présenter, j'ai pas de titre. J'ai pas de titre universitaire. J'ai pas de titre de gloire. Je fais ça... en voyou, quoi. Donc, le retour, c'est toujours celui-là. C'est celui de savoir que si tu fais quelque chose, et ça me plaît, ça m'intéresse, si tu fais quelque chose et t'es pas dans un domaine où on veut de toi, pas la peine d'essayer de triompher de ce domaine. Fais ce que tu as à y faire et pars. Et en fait, c'est développé pour moi une sorte de rapport très profond, mais à un niveau pas, pas dans ma vie, mais dans ma vie professionnelle, un rapport très profond à une éthique de gitan. C'est-à-dire, de toute façon, tu es dans le voyage. Tu vas avec ta petite caravane ou ton petit cirque. Une éthique de circassien plus que de gitan. C'est plus un truc de circassien. Je vais avec ma petite caravane de cirque dans un domaine, je fais mon numéro. Si les gens de la ville me chassent, je pars dans une autre ville. Mais je ne vais pas insister. Je fais ça le temps de ce numéro. Alors le problème avec l'Empire n'a jamais pris fin, c'est que c'est un temps un peu long. Donc ils vont s'énerver longtemps. Ils auront peut-être ma peau, pas littéralement, c'est symboliquement, on a compris, informationnellement. Non mais je veux dire, si les cathos et les universitaires pètent vraiment des câbles à répétition, peut-être que à un moment j'en aurai marre, ou Blast en aura marre, ou ils diront écoute, fais autre chose, ou va ailleurs. Mais je me suis toujours préparé à cette possibilité, quel que soit l'endroit où je suis. Et ça ne veut pas dire que j'aime pas l'endroit où je suis, j'adore être à Blast. J'adore Denis, j'adore Soumaya, j'adore Mathias, j'adore Améies, j'adore Baptiste, je suis heureux là. Mais si un jour je dois partir, je dois faire autre chose, parce que n'étant pas un spécialiste d'un domaine, je m'attaque à un domaine qui m'est interdit, je partirai. J'irai ailleurs. En tout cas, je dois me préparer à cette éventualité. C'est aussi l'avantage, parce que si j'avais, mettons, passé 10 ans à avoir une formation dans quelque chose, etc., j'aurais pas envie de partir.
Moi, je me dis, bon, si vraiment, s'il n'y a personne pour mon petit cirque d'histoire de France, mon petit freak show, s'il n'y a personne pour mon petit freak show, ben, je vais ouvrir un autre freak show ailleurs et je ferai un truc sur d'autres choses. C'est pas grave. De toute façon, la recherche des 100 rois peut passer par plein de formes. L'histoire de France est une de ces formes. Pour moi, elle avait un sens énorme à notre époque, avec la mainmise de l'extrême droite sur l'histoire de France, avec cette obsession du roman national, qui fait que même cette année, il y a même France 2 fait son roman national, etc. Tout le monde le fait. Et je me disais, il en faut un autre, il en faut un pour les marginaux. Mais je pensais pas que ça mettrait une telle colère chez des universitaires historiens, parce que je marche pas sur leur plate-bande, je dis pas je suis historien, spécialiste d'histoire médiévale, et je vais vous expliquer pourquoi les autres se trompent, machin. Je raconte ma propre histoire. Le cirque n'a d'autre légitimité que de celui de recevoir un public et d'être accepté. S'il est plus accepté, s'il n'a plus de public, il bouge, il va ailleurs. Question 11. La résurrection. Quelle épreuve a fait de toi l'artiste que tu es aujourd'hui ? La Maison Dieu. Alors là, la Maison Dieu, c'est une tour, oui, frappée par la foudre, normale, avec du feu de chaque côté, et 2 personnes, mais à l'extérieur, pas à l'intérieur. Pas en train de tomber, en train de le regarder à l'extérieur. Une différence avec la Maison Dieu classique. La tour, ou la Maison Dieu, évoque un bouleversement soudain. La foudre, ancien nom de la carte, vient balayer les certitudes humaines. On a d'ailleurs longtemps vu dans cette image une représentation de la légende de la tour de Babel, un appel à la modestie. Ce qui est sûr, c'est que la carte peut évoquer aussi bien des problèmes triviaux, comme un déménagement ou une perte d'érection, que d'autres plus profonds, comme une grave crise spirituelle. C'est intéressant d'avoir la Maison Dieu comme épreuve pour se surpasser. Est-ce que j'ai vraiment eu des épreuves de ce type-là ? Ça me semble excessif. Ça me semble excessif de s'attribuer ça, en tout cas. Mais c'est à chaque fois l'échec qui permet de se renouveler. Hein. C'est-à-dire, mettons que la Maison Dieu, à la différence d'un truc qui soit de l'ordre, vous êtes chassé d'un lieu, la Maison Dieu, c'est que c'est la construction elle-même que vous avez faite qui s'effondre. C'est-à-dire que vous ne faites pas confiance à votre propre talent d'architecte. Ou alors vous pensez que là, c'est la foudre divine qui vient la détruire et non les autres hommes. Et à ce moment-là, il y a une nécessité absolue de repenser l'ensemble. Pour ce qui est des conceptions du monde, jusqu'à accepter de suivre un chemin incertain avec les 100 rois, conception du monde, j'ai jamais absolument cru qu'elle tiendrait le choc d'un éclair de la vie, quoi. La vie te dit, t'as créé un système et la vie te dit, ton système, il est joli mais il est artificiel. On construit, pour moi, les maisons Dieu, c'est des constructions de l'esprit, c'est des constructions du mental. C'est-à-dire, c'est des constructions intellectuelles. Tous les systèmes, les systèmes philosophiques. Et à plusieurs reprises, j'ai voulu vraiment peut-être donner du crédit à un système philosophique fort. Je l'ai pas trop fait dans mes textes, un petit peu, quand entre 2007, 2008 et 2015, 2016, j'ai essayé de suivre un peu j'ai fait du guénonisme de gauche. C'est comme ça que appelait ce que je faisais mon ami Pierre Thévagnan. Il disait guénonien de gauche. Mais comme on dit, Nietzschéen de gauche, quoi, guénonien de gauche. Sachant que la pensée de Guénon n'est pas supposée être de droite ou de gauche, mais elle a un caractère extrêmement conservateur, extrêmement orthodoxe, très rigide. Elle m'a vraiment bien aidé à un moment à articuler, à architecturer des lectures ou une approche de la spiritualité. Mais elle s'est effondrée pour moi. En tout cas, sa dominance a disparu, même si j'ai que de l'affection pour
pour son auteur. Mais comme avant, j'ai eu ça sans doute avec Nietzsche, par coquetterie. J'ai fait passer la prédominance de Nietzsche pendant la première partie de ma vie pour une prédominance de Spinoza. Mais en fait, c'était surtout Nietzsche. Disons que Spinoza, Nietzsche, Deleuze, ça va ensemble. Donc j'avais un rapport à ce truc-là, et puis à un moment, j'ai voulu aller chercher quelque chose qui était dans la spiritualité, parallèlement à ma découverte des gnostiques, des 100 rois. Donc j'ai lu les soufis. Pour m'aider à lire les soufis, j'avais Henri Corbin. Henri Corbin, il n'est pas... comment dire, c'est pas une lecture autoritaire. Lui, c'est vraiment un exégète. Henri Corbin, on peut dire, ça me nourrit toujours dans la forme. Je veux dire, j'ai appris beaucoup à la lecture d'Henri Corbin. Et de l'autre côté, j'avais René Guénon pour tout ce qui était la métaphysique orientale. Mais René Guénon, c'est froid, c'est dur. C'est autoritaire. Et ça, à un moment, ça a plus tenu le coup. Donc Nietzsche ou Guénon, ça a été des systèmes philosophiques dont j'ai cru à un moment qu'ils détenaient une clé de l'explication du monde. Et finalement, ça n'a pas été vraiment ça. Et mon rapport à ça, maintenant, est plus que les systèmes philosophiques sont les mises en forme de la labyrinthe d'une psyché. Et quand cette psyché est extrêmement intégrante, on y trouve beaucoup d'épreuves réelles de l'homme. Même dans des systèmes de gens qu'on peut trouver détestables, comme, je sais pas, Hegel ou Aristote, qu'on peut trouver particulièrement froid, supérieur, etc. On peut dire, bon, mais oui, c'est juste un mec qui construit son labyrinthe, c'est pas grave. Voyons si son labyrinthe, il y a des parts... oui, en effet, quand je lis Hegel, il y a des parts qui me semblent extrêmement géniales, alors qu'il y en a d'autres qui me rendent fou de rage. Et donc j'ai ce rapport-là maintenant au système philosophique, au système métaphysique, au système d'explication du monde, même au système politique d'explication du monde. Je pense qu'il faut avoir le même rapport de prudence vis-à-vis de... ce qui ne veut pas dire ne pas s'engager politiquement. Je ne suis pas vraiment une mentalité de militant. Mais évidemment, je veux dire, comment dire, il n'y a pas trop de doute que ce que je fais est positionné à gauche. Je veux dire, c'est pas... il y a une gauche libertaire, hein, c'est pas... je l'ignore pas et je pense que personne ne l'ignore. Et spiritualiste. Une gauche libertaire et spiritualiste. Gauche anticapitaliste, libertaire, spiritualiste. Révolutionnaire. Mais pour autant, il ne faut jamais que ça devienne une idéologie. Il faut pouvoir toujours voir qu'à partir du moment où on veut que ça soit trop parfait, c'est le moment où ça va s'effondrer. Toujours. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut toujours garder en tête quand on fait quoi que ce soit. Le moment où on a parfait son système, la seconde d'après, il s'abat comme un château fait avec des petites allumettes. C'est ça pour moi la maison Dieu. Les quelques fois où j'ai essayé de le faire, par naïve imitation des autres hommes, ça fait ça. Et c'est toujours la tentation, et c'est toujours ça qu'il faut toujours rappeler. Quand bien même tu veux juste avoir une espèce de système cohérent, la vie te donnera tort. Il y a toujours de l'incohérence. Le jour où tout sera cohérent, ce sera la fin du monde. Le jour où on aura tout résolu, les mystères, les énigmes, etc., il n'y aura plus rien à faire. On peut juste soit baiser et manger, dormir, mourir. Question 12. Le retour avec l'élixir. Qu'est-ce que tu ressens le besoin de transmettre de tes épreuves dans ton œuvre? Le battleur, il a un chapeau, il a une cape, une épée, et des sortes de puissances qui tournent autour de lui. C'est comme s'il agitait des énergies. On n'a pas du tout la table avec tous les petits bordels, des arcanes mineurs, là, des coupes, machin et tout ça. On est dans un truc beaucoup plus abstrait. Et pas abstrait, magique, quoi. Comme son nom l'indique, le magicien. Le magicien est une carte d'opportunité.
Elle représente quelqu'un qui dispose de tous les outils et n'a plus qu'à s'en servir. Elle symbolise la faculté d'agir et de communiquer, le talent, la créativité, le fait d'avoir toutes les cartes en main, d'avoir un haut potentiel. Elle invite à faire de nos rêves une réalité en utilisant tous les outils à notre disposition. Eh bien alors, c'est très bien, parce que c'est le moment où tu dois devenir le magicien de ta propre vie, quoi. Il y a une phrase célèbre, mais je ne sais plus d'où elle sort, et que, comment dire, une formule, c'est une femme qui dit « Je n'ai pas le temps d'être la femme de sa vie, je dois déjà être celle de la mienne ». Mais ça vaut pour nous tous, à savoir que c'est pas par égoïsme et c'est pas par orgueil, c'est plutôt par humilité. À un moment, il faut se dire que tout ce qu'on a fait, d'abord, ça vaut pour soi. Et c'est une limite. C'est bien si on s'est mis au service d'eux. Mais déjà, en se mettant au service d'eux, est-ce que ça l'a fait pour soi? C'est pourquoi j'éprouve toujours besoin d'écrire par moments des textes autobiographiques. C'est pas pour me regarder le nombril, je crois pas. Ce que je veux, c'est vérifier que j'ai bien fait mon travail. Si j'ai bien fait mon travail, alors je peux relire des morceaux de ma vie à travers ce travail fait et voir autrement cette vie et pouvoir devenir le magicien de ma vie, le battleur de cette vie et transmettre ça. C'est pourquoi j'avais écrit ce livre, Tu m'as donné de la grâce et j'en ai fait de l'or. S'il y a 2 livres que j'ai écrits dont je suis vraiment content, c'est La victoire de 100 rois et Tu m'as donné de la grâce et j'en ai fait de l'or. Et on peut dire L'Empire n'a jamais pris fin s'ajoute à ça en étant à la fois un projet audiovisuel et un projet de livre. Mais Tu m'as donné de la grâce et j'en ai fait de l'or. Pour moi, à ce moment-là, la nécessité, c'était de voir c'est bien gentil tes petites exégèses de pop musique et de cinéma et de séries télévisées. Maintenant, vas-y, regarde, ça marche sur la vie. Est-ce que ça marche sur la vie? Ça marche pas sur la vie, ce que tu as fait ne vaut rien. Ça marche sur la vie, tu peux le transmettre. Et il s'est trouvé que parmi mes livres, ceux dont on me parle le plus souvent, c'est La victoire des 100 rois et Tu m'as donné de la grâce et j'en ai fait de l'or, et je suis content parce que c'est ceux que j'ai fait que je préfère. Si on me disait ton meilleur livre c'est Cinéma Hermetica ou Pop Yoga, je serais content quand même, c'est pas la question, mais c'est pas ceux auxquels je tiens le plus. C'est des que j'ai fait, auxquels je tiens, comme tous mes livres, mais il s'est passé quelque chose de spécial pour La victoire des 100 rois et pour Tu m'as donné de la grâce et j'en ai fait de l'or, et je suis content que ça soit aussi le cas pour les lecteurs. Ça, pour moi, c'est une transmission. La transmission la plus grande pour moi, c'est de voir quelque chose qui me plaît chez les gens qui ont lu mes livres, de les rencontrer et de les écouter et de me dire j'ai de la chance parce que ces personnes-là, je pourrais leur confier mes clés. C'est pas parce que ils m'admirent ou ils m'admirent pas, tu vois, comprends. C'est des gens que je trouve honnêtes, quoi. Enfin, c'est des gens qui m'inspirent confiance. Et ça, c'est un truc, ça fait partie des questions de la transmission. La question de la transmission, c'est à qui as-tu transmis? Et c'est toujours un problème. J'ai aussi transmis à des gens qui sont un peu cinglés, qui peuvent me faire peur, bien sûr, qui peuvent m'écrire des mails qui me font peur, aussi, parce que je fais des choses qui sont un peu cinglées. Mais j'ai eu aussi la chance moi aussi je suis un peu cinglé, quoi. Enfin, et puis j'écris à partir de ma folie. Donc, c'est des questions qui sont toujours en jeu. Mais en tout cas, je peux dire, c'est la question éthique, c'est d'arriver à opérer la transformation de l'exégèse sur sa propre vie, et derrière, réussir à le transmettre, de sorte que les gens qui vous lisent, vous les poussiez pas vers le pire d'eux-mêmes, quoi. Vous les encouragez dans quelque chose qui, chez eux, est respectable à leurs propres yeux. Question 13. Le prestige. Qu'est-ce que tu aimerais ajouter pour finir? Un as des pentacles, des deniers, as des deniers. Donc, ce que j'ai une pièce qui semble resplendir autour d'un monde qui est un monde, par contre, un petit peu gris, mais c'est comme un soleil sur une tranche terre, quoi. L'as symbolise le potentiel brut. L'as de denier évoque le fait d'avoir les pieds sur terre, d'être réaliste, mais aussi les opportunités à venir. C'est une carte de stabilité qui porte ses fruits. Qu'est-ce qu'on garde pour la suite?
qu'est-ce qu'on garde pour la suite. Avec l'idée d'une éthique de circassien, j'étais parti pendant un moment sur l'éthique de gitan. Ce qui m'avait intéressé, c'est aussi l'idée que le tarot pouvait potentiellement être le tarot des gitans. C'est une idée qui s'est développée au XIXe siècle. C'est une possibilité. On ne sait pas plus l'histoire des gitans que l'histoire du tarot. C'est des histoires qui sont mystérieuses. Tu seras pas d'accord, ok. Mais par contre, le tarot des bohémiens, c'est probablement faux. C'est pas puce. Mais moi, j'aime bien cette idée. Et je vais dire pourquoi. C'est parce que le tarot, c'est transportable. Et en fait, la question, c'est d'avoir une culture transportable ou un savoir transportable pour être transmissible. C'est-à-dire qu'il faut toujours penser que demain, on va devoir partir. Moi, c'est très compliqué. J'ai un appart qui est rempli de bouquins, mais vraiment rempli de bouquins. J'ai un besoin de bouquins pour écrire qui est énorme, et j'ai déjà écrit trop de livres, beaucoup trop de livres. Mais mon souci, quand même, toujours, c'est d'arriver à réduire ça à un niveau qui puisse être mis dans la poche. Idéalement, ce serait mis dans la poche. J'avais été influencé par des gens qui avaient parlé de livres comme typiquement, c'est les livres de la Renaissance, comme typiquement les Essais de Montaigne ou l'espèce de best-seller de Erasme, dont j'oublie momentanément le nom parce que je connais pas assez, mais qui contiennent, le Erasme c'est carrément un best-of de sagesse antique, mais Montaigne c'est rempli à ras-bord de citations, et il y a des personnes qui disaient, ça veut dire, si vous avez l'essai de Montaigne, vous n'avez pas vraiment besoin d'avoir de livres antiques chez vous, parce que vous en avez une sorte de condensé, un compost dans l'œuvre de Montaigne. C'est une question de place, parce que ce serait bien d'avoir tous les livres, mais il y a une question de place. Alors après, évidemment, avec une tablette, on peut mettre tout ce qu'on veut, mais ça n'a pas du tout la puissance magique du livre en tant que livre-objet, parce que le livre-objet, il a aussi une puissance magique, une puissance d'exister. Donc il y a l'idée d'arriver à quelque chose d'assez dense, d'assez réduit, qui puisse se déplacer, qui puisse bouger facilement. Donc ça, c'était mon idée d'une éthique de bohémien, c'est-à-dire une éthique de gitan qui va avec une éthique de circassien, c'est-à-dire comment j'arrive à voyager assez léger. Et j'arrive à voyager assez léger à partir du moment où finalement j'ai un compagnonnage de référentiels diversifié mais cyclique. Mon but n'est pas de connaître 500 cinéastes. Mon but n'est pas de connaître 500 groupes de rock, de connaître 500 saxophonistes de jazz. Je ne suis pas érudit dans aucun domaine, mais j'ai des obsessions dans chaque domaine. Sur ces obsessions-là, je vais y revenir tellement de fois qu'au bout d'un moment, je les connaîtrai quand même par cœur. Donc, je me suis fait une culture réduite, passionnelle. Les Beatles et Zappa pour le rock. Thelonious Monk, Eric Dolphy, Charles Mingus pour le jazz, David Lynch, Todd Browning, Jean-Pierre Mocky, Orson Welles, Jacques Rivette, Jean Renoir, une poignée d'autres pour le cinéma, Twin Peaks, Lost, Buffy pour les séries télévisées, Moebius, Kilofer, Reiser, GB, Wolinski, Fred, Forrest, Crumb, Menu, Matt Conture, Topor pour le dessin ou la bande dessinée, et puis Nerval, Baudelaire, Rimbaud, Lautréamont, Jarry, Apollinaire, les membres du Grand Jeu, Colette Thomas, Artaud, pour la poésie, puis pareil pour les romanciers, je sais pas quoi, Dostoïevski, Balzac, Philippe Cadic, Tolstoï, le théâtre de Shakespeare, les Rabelais, François Villon, et puis ça ira. Et avec tout ça, c'est déjà beaucoup, hein. C'est déjà un sacré cirque, quoi. Mais j'ai pas besoin de connaître 50 romanciers, j'ai pas besoin de connaître 50 penseurs, j'ai pas besoin de connaître 50 poètes. J'ai vu ceux qui me parlaient, et ceux-là, par contre, j'ai besoin de les avoir tout le temps près de moi. Encore et encore et encore et encore. Idéalement, j'en aurais qu'un. Idéalement, j'aurais que Nerval, ou que Jarry. Mais ça ne se passe pas vraiment comme ça. Il y a besoin de circulation. Donc, on va partir avec un nombre limité. Et alors, je dirais, le prestige, c'est au bout d'un moment, avec votre troupe, la somme devient supérieure à l'addition des parties. Et ce qu'ils sont capables de faire ensemble, ils n'étaient pas capables de le faire seuls. Et dans l'Empire n'a jamais pris fin, j'ai halluciné quand, en travaillant sur les Armagnacs et les Bourguignons,
et arrivant sur Charles d'Orléans, fils de Orléans lui-même, fils de l'assassiné, revenu d'exil, fait ami avec Villon, et là me revient le texte de Rimbaud où il écrit au nom de Charles d'Orléans pour demander la libération en prison de Villon, un texte de jeunesse de Rimbaud. Et là, Rimbaud, en gros, se met vraiment à m'étonner. J'avais oublié ce texte-là. Et dedans, il dit, les poètes sont particuliers, laissez-les à leur vie étrange. Et soudain, de ces mots si simples, vie étrange, Rimbaud vient de me faire voir quelque chose. Il vient de me faire voir que les poètes, comme Nerval, comme Baudelaire, comme lui, dans leur vie étrange, en fait, ils sont mis en relation avec les connexions invisibles qui relient les morceaux de l'histoire. En fait, ils se retrouvent, confrontés à des nœuds, mais des nœuds comme des nœuds traumatiques. Et ça, la vie de Nerval en est une preuve absolue, parce qu'il découvre des choses incroyables. La scène fameuse où Nerval, dans Angélique, des Filles du Feu, se retrouve à aller chercher la tombe de Jean-Jacques Rousseau à Ermenonville. Il est mené par un paysan. Le paysan, pendant qu'il marche, le paysan lui montre une ruine et lui dit « c'était le château de la belle Gabrielle. Là, tous les soirs, Jean-Jacques venait avec sa guitare lui jouer des morceaux qui l'émouvaient énormément, si bien que le roi Henri IV en a été jaloux et l'a fait tuer. » Nerval dit, bon, évidemment, il voit l'anachronisme, Henri IV, Jean-Jacques Rousseau, tout ça, ça ne va pas, mais il dit il y a plus de logique dans ce que dit ce paysan qu'il en apparaît, il y a plus de vérité qu'il n'en apparaît. En refusant la pension du roi, c'est ce qui a commencé le truc de Rousseau. Rousseau a commencé sa carrière, en fait, il avait présenté un opéra, Louis XV est arrivé avec sa maîtresse, normalement... le moment où Louis XV vient voir un opéra, après, surtout s'il a aimé, mais de toute façon, il va l'aimer, mais il s'en fout, il va proposer sa pension. Donc un artiste, il est sauvé pour toute sa vie. Jean-Jacques Rousseau a commencé comme musicien. Et il fuit, il part. Et en fait, en partant, en refusant la pension du roi, Nerval dit, il a ruiné tout l'édifice. C'est lui qui a détruit la monarchie, en refusant la pension du roi. Il a montré qu'elle était obsolète. Il a frappé d'obsolescence la royauté, d'où son importance dans la Révolution française. Et ça, Nerval le voit parce qu'il est, dans sa vie étrange, amené par ce paysan à se confronter à un anachronisme, d'associer Rousseau, Henri IV, Gabriel d'Estrées, etc., etc., etc. Je ne savais pas quoi faire de ça jusqu'à que Rimbaud me le montre en parlant de la vie étrange. Ça, c'est la récompense de rester en familiarité avec un nombre limité d'œuvres et d'y revenir sans arrêt. Elles ne parlent pas de la même façon avec le temps. Il faut les laisser parler. Plus on revoit Twin Peaks, plus on découvre Twin Peaks. On ne cesse pas de découvrir quelque chose. Plus on revoit Freaks de Todd Browning, plus on comprend notre monde. On ne cesse pas d'en apprendre plus sur notre monde. À chaque fois que je revois Freaks, il me dit quelque chose de nouveau. C'est comme une carte de tarot qui n'a pas la même signification au moment où on la tire. En fait, il faut prendre les œuvres d'art comme des cartes de tarot. On devrait en avoir 22, pouvoir les mettre dans notre poche et les tirer selon les situations. Et selon une situation, je tirerai Twin Peaks. Selon une situation, je tirerai Nerval. Selon une situation, je tirerai Zappa. Twin Peaks, l'échec de Cooper. La Maison Dieu. L'Hubris de Del Cooper. Nerval. Le mat. L'errant et en même temps qui est au début et à la fin de toute chose. Zappa le diable, l'attachement à la construction artistique et au sexe. Cette nouvelle émission est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout et j'espère que vous avez apprécié autant que moi cette rencontre avec Pacôme Thielman. Je ne remercierai jamais assez Blast de m'avoir permis de découvrir cet exégète, alors j'en profite pour vous rappeler que Blast est un média indépendant et que son contenu est vital à l'heure où les grands médias sont tous détenus par des milliardaires avec des projets de civilisation toxiques. Bref, soutenez la liberté de la presse,
soutenez Blast. Le tirage du jour s'est avéré plutôt équilibré, avec quelques belles surprises. J'étais étonné de ne voir aucun bâton, mais au final, Pacom lui-même ne se voit pas comme un artiste préférant enchanter le réel plutôt que d'écrire de la fiction. Avec ce tarot fantastique aux accents de carnaval, le tirage nous présente un auteur mesuré qui garde les pieds sur terre, même s'il n'hésite pas à prendre le diable par les cornes pour nous aider à franchir le seuil et visiter un monde moins formaté. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker ou la partager et pensez à vous abonner pour ne rater aucun des futurs épisodes. Je ne sais pas quand sortira la prochaine vidéo, mais ce sera probablement le arcane sur le roman national que je fais traîner depuis bien trop longtemps. Comme à chaque fois, vous pourrez trouver le lien vers les œuvres évoquées dans la description de la vidéo. Je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à la prochaine.